Bonjour à toutes et à tous. Alors, il est midi une. On va peut-être attendre encore une minute. Je vois les participants se joindre au fur et à mesure. Peut-être encore attendre un petit peu. Et puis, d'ici une minute maximum, on va pouvoir démarrer. Alors, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Merci d'être avec nous ce midi pour ce webinaire qui va vous être présenté par Aude Villat en collaboration avec d'autres membres de son équipe. Ce webinaire s'intitule «L'approche, rejoindre et accompagner les jeunes soutenant un proche au Québec, des exemples de projets menés par le laboratoire». Alors, comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà suivi des webinaires avec nous, ces webinaires sont organisés par le réseau de recherche en santé des populations du Québec, en particulier l'axe santé mentale des populations, et également par Calaxia. Donc, je vais vous dire quelques mots très rapidement sur le réseau. Le réseau de recherche en santé des populations du Québec est un réseau de recherche soutenu financièrement par le Fonds de recherche du Québec en santé. Au niveau de l'axe santé mentale des populations, nous sommes plus de 150 membres, chercheurs, associés et étudiants à faire partie du réseau, donc à essayer de dynamiser et diffuser la recherche autour de thématiques de la santé mentale des populations, donc de la prévention, promotion aux services spécialisés et à toutes les thématiques afférentes en fait, au domaine. Ce qu'on cherche à offrir dans le réseau, c'est également, en plus des opportunités de diffusion comme celle-ci, c'est des opportunités de soutien financier pour les membres chercheurs, mais aussi pour les membres étudiants. N'hésitez pas pour cela justement à regarder nos actualités ou à vous inscrire au réseau si ce n'est pas déjà le cas pour pouvoir bénéficier de toutes ces belles activités. Notre partenaire pour l'organisation des webinaires, Calaxia, qui est un réseau, lui, plus particulièrement dédié à la mobilisation des connaissances en santé mentale des populations. Calaxia cherche justement à valoriser et à rediffuser de manière parfois vulgarisée les connaissances en santé mentale des populations à différents publics. À partir notamment, comme vous pouvez aller voir sur leur site web, que je vous invite à consulter, des dossiers thématiques, des prises de parole d'experts collaborateurs du réseau, des quintessences et tout un tas de ressources qui sont vraiment très intéressantes à les consulter. Donc, merci également à Calaxia pour l'organisation de ce webinaire. Donc, après ces brèves introductions et présentations, je vais cette fois-ci plus particulièrement parler de notre conférencière aujourd'hui, Aude Villat, qui est professeure titulaire au département de psychologie et de psychoéducation à l'Université du Québec en Outaouais, qui est aussi chercheuse régulière au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles au SUS de la capitale nationale. Également professeur associé au département de psychologie de l'UQAM et membre du comité d'experts de l'Observatoire national de l'approche aidance. Pour vous parler plus en détail justement des intérêts de recherche puis des recherches menées par Aude, je vais lui laisser la parole parce que c'est un des objets de la présentation aujourd'hui. Mais juste pour vous dire que Aude, en collaboration avec Geneviève Piché, que vous pouvez voir à la droite de l'écran, dirige le laboratoire de recherche L'Approche, dont on va parler aujourd'hui. Et cette présentation aujourd'hui a été aussi réalisée en collaboration avec Rima Habib, qui est coordonnatrice de recherche pour le laboratoire L'Approche.
Donc, je vais pouvoir laisser la parole à Aude. Juste vous repréciser que le webinaire est enregistré, sera disponible à la fin sur YouTube et que vous pouvez poser vos questions tout le long de la présentation dans la section Q&R et on fera un petit moment de questions-réponses à la fin pour que vous puissiez intervenir. Voilà pour moi, Aude, je te laisse l'écran et la parole. Merci Morgane. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présente aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, merci Morgane pour ton introduction. Donc, effectivement, une présentation que j'ai préparée avec mes collègues Geneviève Fichet et Rima Habib, que je remercie pour leur collaboration, et qui s'intitule « Rejoindre et accompagner les jeunes soutenant un proche au Québec, exemple de projet mené par le laboratoire L'Approche ». Donc, c'est un laboratoire qu'on a créé avec Geneviève Fichet il y a 3-4 ans maintenant, et qui s'intéresse particulièrement à mener des recherches, puis développer des actions pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et leurs proches. Donc, je vais vous parler tout particulièrement aujourd'hui de quelques projets, puis de quelques initiatives concrètes qu'on a mises en place au sein du laboratoire pour mieux soutenir les jeunes proches aidants au Québec. Donc, en ce qui concerne le plan de la présentation, trois grands axes. Premièrement, je vais évoquer pourquoi c'est si important de se pencher sur la situation des jeunes personnes proches aidantes, que vous allez voir, je vais utiliser l'abréviation JPPA dans la présentation pour gagner un petit peu de temps. Je vous présenterai ensuite un site web qu'on vient de lancer qui est accessible en ligne pour les jeunes ayant un parent atteint d'un trouble mental, qui sont pour un certain nombre d'entre eux proches aidants auprès de leurs parents. Et je terminerai en parlant d'un projet que l'on mène actuellement avec Geneviève et Rima, justement, sur un projet auprès de jeunes personnes proches aidantes qui fréquentent un établissement scolaire au Québec. Puis je vous parlerai très brièvement du devis de recherche, puis des objectifs de ce projet-là pour vous tenir un petit peu informé de ce projet en démarrage. Donc, par rapport à pourquoi c'est si important de se pencher sur la situation des jeunes personnes proches aidantes, peut-être certaines d'entre vous en ont entendu parler. En 2020, au Québec, il y a eu la première politique nationale pour les personnes proches aidantes qui a été adoptée, et à la suite, l'adoption du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes qui porte sur la période 2021-2026. Et l'adoption de cette première politique et de la mise en place de ce plan d'action démontre bien combien le Québec, comme un certain nombre d'autres provinces, territoires et pays, surtout avant lui, se penche de plus en plus sur la question des proches aidants, considère de plus en plus les besoins des proches aidants et met en place des actions très concrètes pour soutenir les personnes proches aidantes. Sauf que dans cette politique et dans le plan d'action afférent, finalement, on s'aperçoit que la place qui est accordée aux jeunes personnes proches aidantes est beaucoup plus restreinte. Avant de passer à ce constat-là, je voulais juste vous partager la définition d'une personne proche aidante qui est proposée dans la politique. Donc, c'est toute personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage, qui présente une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge, donc peu importe l'âge ou leur milieu de vie, et avec qui elles partagent un lien affectif, familial ou non. Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, et est offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable, dans le but notamment de favoriser le rétablissement de la personne aidée et le maintien et l'amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie. La politique précise que le soutien peut prendre diverses formes. Ça peut être soutien par rapport au transport, ça peut être soutien par rapport aux soins personnels, aux tâches domestiques, etc. Et également, la politique souligne combien
le rôle de proche aidant peut entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales. Donc, vous voyez que c'est une définition qui est riche, qui permet de reconnaître justement les besoins particuliers des personnes concernées. Comme je vous le disais, nous, ce qui nous a interpellés, sachant qu'on s'intéresse beaucoup dans le laboratoire à la santé mentale des jeunes notamment, c'est que dans cette politique, dans ce plan d'action et dans les recherches sur les personnes proches aidantes en général, les jeunes personnes proches aidantes, comme je vous le disais tantôt, sont encore relativement peu considérées. Et on voit assez peu de mesures concrètes, de spécifications particulières dans les politiques ou les programmes de soutien qui visent les proches aidants en général. Donc, au Québec en particulier, très peu, bien qu'il y ait beaucoup de choses en émergence actuellement, notamment par des organismes communautaires, etc., mais relativement peu encore de choses qui s'adressent aux jeunes personnes proches aidantes. Ce qui complexifie un petit peu les choses encore dans la littérature, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une absence de consensus quant à l'âge considéré. Certains experts, certains organismes, certains chercheurs vont, par exemple, considérer que les jeunes proches aidants sont des jeunes de moins de 18 ans. D'autres vont considérer que les jeunes de moins de 25 ans doivent aussi être considérés comme des jeunes proches aidants et non pas comme des adultes proches aidants. Donc ça complexifie un petit peu déjà le repérage, le soutien aussi apporté à ces jeunes-là. Et également, il y a un manque de consensus sur, par exemple, le statut du proche qui est concerné ou le type de difficulté, c'est-à-dire que selon les définitions, par exemple, on exclut l'aide que pourrait apporter un jeune proche à un ami, un conjoint, pour ne considérer que, par exemple, l'aide qu'il pourrait apporter à quelqu'un de sa famille, quelqu'un avec qui il vit, etc. Donc, des définitions plus ou moins restrictives, j'allais dire, et qui complexifient, comme je viens de le dire, l'adoption d'une posture commune par rapport à qui sont ces jeunes proches aidants. Par contre, un certain nombre de faits font quand même consensus. Premièrement, les experts s'entendent pour dire qu'il y aurait un nombre important de jeunes personnes proches aidantes. Les chiffres varient puisque les définitions varient, etc. Mais selon des études les plus récentes, on pourrait parler d'environ 8 à 10% de jeunes qui joueraient un rôle de proche aidant, sachant qu'on sous-estime encore probablement le nombre de jeunes personnes proches aidantes parce que c'est extrêmement difficile de les identifier, sachant que les jeunes eux-mêmes ont de grandes difficultés à se reconnaître comme tels quand on leur pose la question notamment. Donc, il y a des difficultés de mesure aussi qui compliquent le dénombrement de ces jeunes, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'ils sont relativement nombreux. Souvent, les experts s'entendent pour dire que la plupart de ces jeunes exercent des responsabilités qui vont au-delà de ce qui serait attendu d'un jeune de leur âge et dans la culture dans laquelle ils évoluent. Les chercheurs et les experts en général s'entendent également pour dire que les jeunes versus les proches aidants en général, les jeunes proches aidants auraient des enjeux particuliers, sachant qu'ils sont dans des périodes critiques du développement, donc des jeunes qui auraient à la fois assumé des responsabilités auprès, par exemple, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, d'un grand-parent, d'un voisin, et tout en ayant comme tâche développementale un certain nombre de choses à mener de front, donc les études, le développement identitaire, le développement d'un réseau de soutien, etc. Également, là où les chercheurs ou les experts s'entendent plutôt bien, c'est le fait qu'il y ait certaines caractéristiques qui prédisposeraient les jeunes à endosser un rôle de proche aidant, ce sur quoi sensibilisent les chercheurs et les experts, c'est que tous les jeunes qui ont
un proche atteint d'un problème de santé physique, d'un problème de santé mentale ou autre, ne jouent pas un rôle de proche aidant. Parmi ces jeunes-là, seraient plus susceptibles de jouer un rôle de proche aidant les jeunes qui, par exemple, évoluent dans des familles monoparentales, les jeunes pour lesquels les parents reçoivent peu de services, notamment en santé mentale. Donc, plus la famille, par exemple, apparaît comme étant isolée, en manque de soins, de soutien approprié pour le parent, plus les jeunes auraient tendance à adopter un rôle de proche aidant. La situation dont je vais vous parler, les jeunes dont je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui, ce sont les jeunes personnes proches aidantes qui œuvrent auprès d'un parent qui a un problème de santé mentale, puisque c'est particulièrement auprès de ces jeunes que l'on a travaillé finalement, Geneviève, Rima et moi, ces dernières années. Ce que l'on sait, c'est qu'environ un tiers des jeunes personnes proches aidantes sont proches aidants auprès d'un membre de leur famille, essentiellement d'un parent, atteint d'un trouble mental. Sauf que les réalités et les besoins de ces jeunes-là sont souvent moins documentés que celles des jeunes proches aidants qui, par exemple, ont un parent avec un problème de santé physique. Ce que l'on sait également, c'est que les jeunes qui œuvrent qui soutiennent un parent qui a un problème de santé mentale vont effectuer des tâches variées. Ça peut être au niveau des tâches domestiques, donc par exemple participer ou prendre en charge le ménage, l'épicerie, etc., gérer la médication du parent, s'occuper de la fratrie, parfois s'occuper de soins intimes aussi, donc l'aide à la toilette par exemple. Un certain nombre de chercheurs soulignent également que ce sont des jeunes qui vont souvent jouer un rôle de médiateur dans la famille en aidant à gérer les conflits familiaux éventuels. Et tout cela en jonglant, comme je vous le disais tantôt, avec leur propre vie scolaire, amicale, amoureuse, professionnelle et autres. Et ce que l'on voit beaucoup, je vous dirais, le soutien qui est apporté principalement par ces jeunes auprès de leurs parents, c'est surtout un soutien émotionnel, puisque les jeunes témoignent souvent d'être en première ligne au moment des situations de crise, donc de devoir gérer par exemple des situations d'urgence suicidaire ou également des jeunes qui se sentent responsables de monitorer, j'allais dire, l'état émotionnel du parent ou prévenir les rechutes du parent, prévenir l'aggravation des symptômes. Donc, des jeunes qui vont dire beaucoup se mettre à l'écoute du parent, vérifier quand le parent présente des signes, par exemple, d'aggravation de son état, etc. Donc, une attention constante, on va dire, qui est souvent rapportée par ces jeunes. Les répercussions, il y a un certain nombre de travaux qui portent sur les répercussions du rôle d'aidant, pas énormément, mais qui nous permettent quand même de voir que le fait d'apporter de l'aide ou du soutien à son parent, ce n'est pas forcément problématique en soi. Un certain nombre de chercheurs se sont d'abord intéressés aux répercussions négatives que pouvaient vivre ces jeunes qui apportent un soutien à leurs parents. Et ce que l'on observe, c'est souvent des relations sociales limitées du fait d'un manque de temps, par exemple, que le jeune a à consacrer à justement l'entretien de nouvelles amitiés. Relations sociales limitées aussi par peur du stigma. Donc, un certain nombre de jeunes qui, par exemple, vont dire ne pas inviter d'amis à la maison du fait de la honte qu'ils pourraient ressentir à ce que les amis soient témoins de la situation familiale, etc. Des jeunes qui vont témoigner aussi beaucoup d'un stigma par association, donc finalement d'une auto-stigmatisation, par exemple, des jeunes qui peuvent se sentir inappropriés, inadéquats en raison de l'état de santé mentale de leurs parents, des jeunes qui vont souvent partager des sentiments de honte, de dissimulation, comme je vous le disais, donc des stratégies pour dissimuler l'état de santé mentale du parent.
des jeunes qui vont rapporter plus souvent que leurs pairs des problèmes émotionnels, des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique, notamment un état d'épuisement, des problèmes scolaires, des jeunes qui disent par exemple avoir beaucoup de mal à se concentrer, à être présents à leurs cours en raison des responsabilités qu'ils assument auprès de leurs parents. Mais ceci dit, il y a un certain nombre aussi d'études qui soulignent que le rôle d'aidant pourrait être aussi potentiellement positif pour le développement de ces jeunes, et les jeunes eux-mêmes en témoignent d'ailleurs, en les aidant à développer leur sentiment de responsabilité, leur maturité, leur empathie, certaines compétences aussi dans la gestion du quotidien. Ça leur permet parfois d'avoir un sentiment de contrôle, de se sentir utile dans une situation qui est anxiogène potentiellement pour eux, et souvent qui rapportent, du fait de cette posture d'aidant, à vivre une relation privilégiée avec la personne soutenue. Donc, on voit quand même que le tableau n'est pas tout noir, et l'idée n'est pas de dresser un portrait catastrophique de la situation. Et probablement que souvent, les répercussions négatives et les répercussions positives sont enchevêtrées, se chevauchent, comme je le dis à la fin de la diapositive, et que chez un même jeune, on peut à la fois observer, par exemple, des bienfaits, entre guillemets, en termes de développement de la maturité, de l'empathie, mais aussi, dans le même temps, par exemple, un épuisement physique, émotionnel, de la colère, un sentiment de culpabilité, etc. Donc, un portrait qui est probablement assez mitigé et complexe. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelques travaux qui se sont penchés sur dans quel cas est-ce que les répercussions négatives peuvent être plus importantes que les répercussions positives, disons. Et ce qu'on observe, c'est que selon ce qu'on attend aussi du jeune, quand ce qu'on attend du jeune et quand le type de responsabilité qu'on accorde au jeune ou qu'on le laisse endosser outrepasse ce qu'il est raisonnable d'attendre d'un jeune de son âge. Donc, par exemple, en termes de nombre d'heures consacrées à l'aide, certains jeunes disent consacrer plus de 50 heures par semaine à aider leurs parents. Donc, quand les jeunes témoignent du fait qu'ils peuvent, par exemple, contribuer à gérer des tâches au niveau des soins intimes, au niveau d'intervention en cas de crise suicidaire, etc. Donc, des choses qui peuvent être particulièrement anxiogènes, particulièrement difficiles à endosser pour ces jeunes-là, mais on considère que ce sont des situations dans lesquelles il y a un peu plus de risque que les jeunes développent des difficultés par rapport à leur rôle d'aidant. Également, quand la famille ne reconnaît pas l'apport du jeune, quand le jeune se sent le seul en mesure de pouvoir aider, se sent responsable intégralement de l'état de bien-être de son parent, quand je disais tout à l'heure, quand la famille manque, quand les parents manquent de soins appropriés également, tout ça, ce sont des facteurs qui sont des facteurs plus, disons, aggravants et qui amènent probablement plus de répercussions négatives que positives. Je vous ai partagé ici des témoignages de jeunes que l'on a recueillis dans le cadre d'un projet de recherche que l'on a mené avec Geneviève, Rima et puis l'équipe du laboratoire, et pour lequel on avait utilisé une approche de type photo voice, donc c'est-à-dire qu'on a rencontré un certain nombre de jeunes qui avaient un parent qui a un problème de santé mentale, et on leur a demandé de témoigner de leur vécu via des photos et accompagné de leurs témoignages. Et là, je vous ai partagé sur cette diapo-là, puis sur celle d'après, 2 témoignages de jeunes qui, justement, évoquent un petit peu ces répercussions positives et plus difficiles associées au rôle d'aidant. Et on voit ici donc le témoignage de Bianca, 22 ans, qui a intitulé sa photo « Main dans la main » et qui dit « Être un proche aidant pour son parent atteint d'un trouble mental, c'est offrir du soutien, de l'encouragement et un accompagnement sans attendre à recevoir en retour. Tout se vit à 2, c'est un travail d'équipe, c'est d'offrir du soutien, encourager, accompagner, aider l'autre, mais aussi s'oublier
et risquer d'être entraîné vers le bas quand le parent rechute. C'est aussi jouer le rôle de parent de son parent, devenir un outil de bien-être pour lui, ça teinte tes émotions. C'est à la fois satisfaisant et décevant quand on sent qu'on veut plus que l'autre, mais ça fait grandir en tout cas. Donc on voit bien ici à quel point le portrait est complexe et nuancé aussi, selon les jeunes eux-mêmes. Marianne, 21 ans, qui proposait cette photo, puis qui l'a intitulée Le poids de poussée, qui dit « Être un proche aidant pour son parent atteint d'un trouble mental, c'est vouloir aider l'autre. Mais parfois, ça ne mène qu'à une descente pour nous-mêmes. Pouvoir trouver un assureur automatique pour se reposer s'avère essentiel pour éviter de s'écraser. Cette photo représente la constante force qui doit être déployée pour soutenir quelqu'un et pour l'aider à atteindre ses objectifs ou un but fixé. Je considère avoir toujours poussé ma mère vers le positif et vers des objectifs. Toutefois, cela m'a souvent menée vers le bas, comme un fardeau sur mes épaules et une constante inquiétude. Je suis l'outil de bonheur de ma mère sans considérer mon propre bonheur. C'est une relation à sens unique. » Donc, on voit bien dans ces témoignages-là qui sont donc livrés par des jeunes qui ont participé à nos derniers projets, à quel point l'épuisement peut aussi faire partie du quotidien de ces jeunes. Et ce dont les jeunes ont témoigné, donc je vous disais tantôt que les experts ne s'entendent pas toujours sur la limite d'âge. Certains disent être un jeune proche aidant, c'est avoir moins de 18 ans. D'autres vont dire non, c'est important de prendre en compte aussi la situation des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Et effectivement, ce que l'on voit dans la littérature, c'est que ce serait notamment pendant la période située à peu près entre 18 et 25 ans que les jeunes proches aidants vivent des difficultés ou en tout cas des défis particuliers. Et ce qu'on observe, ce que l'on sait, c'est que puisqu'ils grandissent, les familles peuvent s'attendre à plus d'aide de leur part. Souvent, ce sont des jeunes qui vont témoigner de contraintes qui réduisent leurs opportunités scolaires et ou professionnelles. Des jeunes qui disent à quel point c'est compliqué d'envisager un départ de la maison, un éloignement des parents, notamment par peur de ce qui peut arriver aux parents si le parent se retrouve seul. Des jeunes qui envisagent beaucoup leur choix de carrière, par exemple autour de leur rôle d'aidant, ce qui peut être le signe qu'ils ont développé un sentiment de compétence par rapport à ce rôle-là, mais ce qui peut aussi amener à un épuisement dans la sphère professionnelle lié au fait de garder cette posture d'aidant donc dans des professions en relation d'aide, par exemple, et des jeunes qui témoignent de difficultés identitaires au moment de cette période 18-25 ans qui est en général consacrée à consolider justement son identité, son sentiment, qui on est, qui est-ce qu'on veut devenir, quel adulte est-ce qu'on espère devenir. Et je vous ai mis ici d'autres témoignages de jeunes qui sont issus de nos projets de recherche et qui témoignent justement des difficultés, des défis qui peuvent se poser juste entre 18 et 25 ans, puis qui, selon nous, nous alerte sur l'importance de considérer aussi les jeunes de 18 à 25 ans comme des jeunes proches aidants. Tout ne s'arrête pas à l'atteinte de la majorité. C'est important aussi de mettre en place du soutien pour ces jeunes-là. Donc, on voit, ce n'est pas que je dois préparer la transition vers l'âge adulte, c'est que moi, à 18 ans, il a fallu que je quitte de chez ma mère parce que ma mère, elle n'avait plus envie d'être une mère. Il a fallu que je quitte, que je me débrouille rapidement. Donc, on voit que contrairement aux jeunes tout venants, j'allais dire, pour qui on parle souvent maintenant d'une transition qui se fait sur plusieurs années, des jeunes qui ont le temps d'explorer plusieurs possibilités, etc. Sans doute que ça ne se passe pas toujours de cette façon-là pour les jeunes qui sont proches aidants, auprès d'un parent qui a un problème de santé mentale notamment, et qui peuvent se retrouver un peu sans soutien et précipité justement dans cette transition-là. Une autre jeune qui disait, moi, en fait, mon rêve depuis que je suis petite, c'était d'aller à l'université Laval, mais bon, pour une question financière et pour m'occuper de ma mère, j'ai décidé de rester ici. Donc, on voit bien à quel point ces jeunes-là peuvent vivre des contraintes à des moments où les jeunes sont censés pouvoir faire des choix décisifs pour leur avenir. Une autre jeune qui dit c'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre les autres
parce que je suis versus moi-même, parce que je suis obligée un peu dans ma situation, parce que mon père, ses émotions étaient tellement instables, il fallait que je prenne tous les détails. Donc, j'ai vraiment développé plus ça de comprendre les autres finalement que pour moi-même. Je suis un peu handicapée par rapport à moi-même. J'utilise ça un peu comme technique, comparer quelqu'un à moi-même pour me comprendre. Donc, à un âge où justement on souligne à quel point c'est important de réussir à savoir un peu plus qui l'on est, quelles sont nos forces, identifier nos émotions, etc., pour faire des choix éclairés, on voit bien que le fait d'avoir pris soin, souvent depuis plusieurs années, d'un parent qui a un problème de santé mentale, a pu prédisposer ces jeunes à davantage investir la compréhension de l'autre que la connaissance d'eux-mêmes, ce qui peut être ensuite assez préjudiciable pour la suite. Donc, tous ces éléments-là que je viens de vous présenter nous alertent sur l'importance du soutien à offrir à ces jeunes. Et il y a quelques recommandations que l'on trouve dans la littérature. Donc, bien sûr, améliorer le soutien offert à leurs parents, c'est la première chose pour que les jeunes aient moins à avoir de responsabilités à endosser à l'égard du parent, mais aussi fournir à ces jeunes des informations à propos des difficultés parentales, des perspectives de rétablissement, leur enseigner des stratégies pour faire face aux défis qu'ils peuvent rencontrer dans la situation familiale, les mettre en contact avec d'autres jeunes vivant le même genre de défis. Également, l'importance de la sensibilisation qui permettrait d'amoindrir les préjugés entourant les problèmes de santé mentale et donc aussi l'autostigmatisation dont je vous parlais tantôt et la mise en place de mesures de soutien dans les milieux qui sont fréquentés par les jeunes et notamment donc les milieux scolaires. Par exemple, l'importance de mettre en place des centres de soutien sans rendez-vous ou, puis je ne l'ai pas noté ici, mais aussi l'importance d'offrir du répit à ces jeunes, donc la possibilité d'avoir des temps de pause dans la semaine pour pouvoir faire leurs propres activités, ne pas moins penser à la situation familiale, etc. Ce que l'on sait, c'est que quand de telles mesures sont proposées, ça réduit énormément le risque de transmission intergénérationnelle des problèmes de santé mentale que l'on observe habituellement dans les familles où un parent a un problème de santé mentale. Donc, d'où l'importance de vraiment miser sur le développement de ces mesures-là, qui sont encore, comme je vous le disais, assez embryonnaires au Québec, malgré toutes les initiatives très pertinentes qui sont mises en place depuis quelques années par un certain nombre d'organismes communautaires notamment. Donc, ça m'amène à vous parler d'un site web qu'on a développé pour les jeunes ayant un parent atteint d'un trouble mental. C'est un site que l'on a développé dans le cadre d'un projet qui a été financé par le CRSH au début et que l'on menait en collaboration avec le réseau Avant de craquer. Peut-être que certaines le connaissent. Donc, c'est un réseau qui regroupe des associations qui viennent en aide aux personnes qui ont un proche atteint d'un problème de santé mentale. Et donc, le projet avait pour objectif d'aider le réseau Avant de craquer à développer avec des jeunes, donc dans une approche par et pour, des outils de sensibilisation sur le vécu des jeunes ayant un parent qui a un problème de santé mentale et aussi des outils de soutien qui pourraient aider cette clientèle. Donc, on a, avec cet objectif-là en tête et le soutien financier du CRSH, rencontré 10 jeunes de 18 à 25 ans ayant un parent atteint d'un trouble mental. On a mené des ateliers Photo Voice, dont d'ailleurs sont extraits les photos que je vous ai présentées un petit peu plus tôt. Et on a, à l'issue de ce projet, on a obtenu un certain nombre de livrables, je dirais, co-construits avec les jeunes, dont un guide PDF intitulé « Quand ton parent a un trouble mental, conseils et témoignages de jeunes ». Donc, c'est un guide que vous pouvez consulter en ligne sur le site de notre laboratoire, c'est gratuit. Puis, c'est un guide qui contient donc les photos des jeunes, leurs témoignages et tous les conseils qu'ils estimaient importants à donner à d'autres jeunes qui, comme eux, vivent avec un parent qui a un problème de santé mentale. Donc, on y retrouve beaucoup d'informations, des
conseils, des stratégies qui peuvent aider à maintenir une bonne santé mentale, à prendre soin de soi. On retrouve quelques quiz, etc. Donc, bon, on est parti de ce produit-là et ce qu'on a voulu faire, c'est évaluer la satisfaction d'autres jeunes concernés à l'égard de ce guide. Donc, à l'hiver 2021, on a recruté un petit échantillon de convenance avec donc 14 jeunes, mais aussi des parents, des intervenants, pour savoir à quel point le guide qui avait été développé dans le cadre de notre projet Photo Voice pouvait satisfaire, répondre aux besoins des jeunes, mais aussi interpeller les parents et les intervenants qui pourraient ensuite être susceptibles de distribuer ce genre d'outils à leurs jeunes ou à leurs usagers. Bon. Donc, à l'issue de cette évaluation, on a recueilli un certain nombre de recommandations et notamment, les jeunes ont beaucoup insisté sur le fait qu'il serait beaucoup plus attrayant de créer un site web et des outils interactifs, donc d'intégrer des vidéos, des quiz à compléter en ligne, plutôt qu'un document PDF, ce qui rejoint d'ailleurs des recommandations qu'on a l'habitude de voir dans les travaux sur justement comment bien rejoindre les jeunes, comment les rejoindre efficacement. Également, ce que nous ont mentionné les jeunes, puis aussi les intervenants, c'est qu'ils souhaitaient voir davantage de contenu relatif aux défis propres à la transition vers l'âge adulte. On en avait mis un certain nombre, mais visiblement pas assez. Et également, ils ont souligné l'importance de mieux prendre en compte, de mieux rendre compte des besoins des jeunes avec des profils variés. Donc, par exemple, des jeunes issus de l'immigration pour qui les réalités, les enjeux familiaux ne sont probablement pas toujours les mêmes comparativement à ceux, par exemple, des jeunes Québécois nés au Québec, de parents québécois. Donc, sur la base de ces recommandations, mais aussi en s'appuyant sur les bonnes pratiques qui prévalent auprès des jeunes ayant un parent atteint d'un trouble mental en général, et également en s'appuyant sur les recommandations issues de la littérature sur tout ce qu'on appelle le concept d'expérience utilisateur, donc des recommandations de comment faire pour rendre un site web attrayant, accessible, facilement lisible, etc. Nous avons donc élaboré une première version de site web inspirée du guide PDF. Et on a eu la chance d'obtenir un soutien financier de la part du CRUGEF, donc le Centre de recherche pour les familles et les jeunes, dont Morgane parlait en introduction de ma présentation. Et également, on a eu la chance de compter sur la participation de 2 jeunes tout au long du projet, qui ont fait partie de notre comité de travail, d'une infographiste et d'un programmateur web, et donc de mes collègues Rima Habib, Jetne Fiché et Annie Devaux. Vous avez ici donc un aperçu pas très interactif justement, mais de la version actuelle du site web. Je vous ai mis aussi le lien vers le site web. Simplement vous préciser, donc c'est un site web qui est accessible à tous, gratuit, etc. Simplement vous préciser qu'on rencontre quelques difficultés techniques avec le navigateur Chrome pour l'instant, qu'on essaye de résoudre. Donc si jamais, si vous êtes intéressé à aller visiter le site, mais tant mieux, on en serait très heureuse, mais on vous conseille d'utiliser un autre navigateur que Chrome pour vous y rendre. Et donc, pour vous donner un peu un aperçu très bref de ce qui se retrouve sur le site, on a, je vous disais, beaucoup d'informations à propos des troubles mentaux, à propos de la santé mentale du parent, à propos de comment prendre soin de soi, donc là des conseils plus dirigés vers le jeune, et une section qui est plus particulièrement dédiée aux défis, puis aux enjeux de la transition vers l'âge adulte quand on a un parent qui a un problème de santé mentale. On a également créé 14 outils interactifs ou moins interactifs, mais répartis en 4 grands thèmes. Donc, des outils qui permettent de faire le point sur son stress,
des outils qui permettent de prendre soin de soi, d'apprendre à se connaître, de développer des connaissances et des compétences. Là encore, tous les outils sont accessibles gratuitement, peuvent être complétés en ligne et donc les intervenants de différents milieux sont bien sûr encouragés à les utiliser s'ils les trouvent pertinents. Donc, je vous montre un petit peu les différents formats qui peuvent se retrouver par rapport aux outils. Donc, on a notamment des bandes dessinées avec des trucs pour se sentir mieux. On a plusieurs bandes dessinées, notamment aussi sur quoi faire en situation de crise, comment mettre ses limites, par exemple. On a des quiz qui peuvent être répondus en ligne, comme vous le voyez à droite de l'écran, donc les moyens qui peuvent t'aider à maintenir une bonne santé mentale. Donc le jeune est amené à faire son auto-évaluation finalement, puis pourrait très bien vouloir en discuter avec son intervenant. Des outils un petit peu on va dire, d'autogestion et des outils vraiment qu'on a voulu particulièrement interactifs. Alors ici, je vous mets, on a plusieurs outils, mais qu'on a développés avec le programmateur web, mais je vous ai mis un exemple pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, un outil qui permet de faire le point sur son stress et avec, dans cet outil, 2 exercices. Donc, premièrement, un exercice qui permet d'aider le jeune à repérer ses signaux de stress, donc qui permet d'aider le jeune à prendre conscience de leur niveau de stress actuel et des signes associés. Puis également, un deuxième volet, un deuxième exercice qui permet aux jeunes d'identifier quelles sont ses sources de stress. Qu'est-ce qui, notamment dans sa situation familiale, par exemple, est-ce que c'est le niveau de responsabilité qui lui est accordé? Est-ce que c'est le fait de s'inquiéter d'une rechute du parent, etc. Quels sont les éléments qui suscitent du stress chez lui? Donc, le jeune peut compléter l'outil en ligne et va avoir accès ensuite à une page de résultats personnalisés avec une liste de ressources d'aide qui sont proposées. Donc, je vous montre un petit peu. Je vais peut-être passer vite parce que je vois le temps qui file, mais vous pourrez aller le consulter en ligne. Je vais vous montrer plus le visuel des résultats. Donc, ici, on voit qu'à la fin de l'exercice, le jeune accède à une sorte d'infographie ou de visuel comme celui-ci qui lui permet de repérer au niveau de son corps, de ses émotions, de ses pensées, de son comportement, où est-ce qu'il se situe en termes de stress. Puis, comme je vous disais, on lui donne accès à des ressources qui peuvent être pertinentes pour lui. Et au niveau du visuel de l'exercice 2, par rapport à ce qui permet de mieux comprendre aux jeunes ce qui peut provoquer du stress chez lui, on voit que chaque jeune va pouvoir avoir accès ensuite à un bilan, une fois qu'il a fait le tri de ce qui lui cause du stress, ce qui lui cause moins du stress, va pouvoir avoir accès à un bilan, quelles sont les sources de stress dans sa vie quotidienne et quelles sont les sources de stress liées à la santé mentale de son parent spécifiquement, ce qui va pouvoir permettre, par exemple, à un intervenant de travailler avec lui sur ces sources-là plus précisément et sur comment, par exemple, là on voit le jeune qui dit l'hospitalisation ou la médication du parent, c'est une source de stress en particulier, mais comment l'intervenant peut donner de l'information, qui d'ailleurs se retrouve aussi sur le site, ou d'autres informations, comment l'intervenant peut aussi accompagner le jeune dans des périodes d'hospitalisation du parent, etc. Donc, bref, ça vous donne un petit aperçu rapide de ce que permet de faire l'exercice. Puis, une fois qu'on a mis en place le site web, on a refait une autre étape d'évaluation, cette fois-ci avec un échantillon un petit peu plus important. Donc 24 jeunes ayant un parent atteint d'un trouble mental, âgés entre 14 et 25 ans, et 14 intervenants ou intervenantes qui côtoient ces jeunes. On avait des questions sociodémographiques, mais surtout ce qu'on voulait voir, c'était la satisfaction de ces jeunes et de ces intervenants par rapport à la pertinence du contenu, à l'expérience de navigation, recueillir leurs suggestions de modification. On avait aussi
On a essayé d'évaluer dans quelle mesure ils percevaient des effets après avoir consulté le site, etc. Pour vous donner un aperçu très rapide des résultats, ce que l'on observe, c'est qu'on observe des résultats très positifs chez les jeunes et chez les intervenants. D'abord, chez les jeunes, on voit que les scores de satisfaction par rapport à la structure du site, par rapport à la navigation, à l'effort cognitif que ça prend de naviguer sur le site, tout ce qui est visuel, puis par rapport aux outils plus spécifiques, ici le tableau 2 par exemple porte sur les différents outils plus interactifs que le jeune peut compléter en ligne directement, puis qui lui donnent accès à un bilan personnalisé. On voit que les jeunes accordent souvent un score qui est quasiment un score, le score maximal qui peut être atteint. Donc, des jeunes qui considèrent que le site est utile, pertinent, attrayant, etc. Je vous ai mis ici un nuage de mots des réponses apportées par les jeunes à la question « Après avoir lu ce guide, tu te sens ?» 3 petits points, puis les jeunes devaient compléter de façon ouverte. Ce qu'on voit, ce qui ressort le plus, c'est je me sens compris, je me sens intéressée, je me sens moins seule, je me sens soutenue, connectée avec d'autres jeunes, je me sens sécurisée, je me sens bien, etc. Donc, on considère qu'il s'agit de résultats intéressants. Des jeunes qui répondent également à la question « Ce guide permet de sentir qu'il y a des gens pour nous », de me guider dans l'expérience de vie que je vis et qui m'affecte beaucoup, de regrouper plusieurs informations, aides, exercices sur une plateforme attrayante. Donc, on voit finalement des témoignages positifs. Ici, d'autres témoignages de jeunes qui ont participé à l'évaluation, qui témoignent justement de ce que ça leur a apporté de naviguer sur ce site-là. Et au niveau des intervenants, l'évaluation des intervenants est également très positive. Les intervenants recommanderaient ce guide à des jeunes, à des familles comptant un parent d'un trouble mental, notamment pour les informer, les soutenir, répondre à des questions. Pour l'éducation, c'est très utile. Donc, on avait des intervenants en milieu scolaire, on avait des intervenants des CIS, SUS, etc. Donc, aussi avec un background différent. Puis, selon les intervenants, ce guide pourrait aider les jeunes à se sentir moins seuls, à avoir de meilleures connaissances sur les troubles mentaux, notamment de leurs parents, comprendre qu'il est correct d'avoir des émotions positives et négatives à l'égard de son parent, puis avoir des idées de moyens à utiliser face aux défis. Je vois vraiment le temps qui file. Je vous dirais juste peut-être quelques mots sur l'étude qu'on débute actuellement, qui en fait nous a été confiée par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, qui nous ont mandaté pour réaliser une étude auprès de la population scolaire et étudiante ayant des responsabilités de proche aidance au Québec. Parmi les mandats qui nous ont été confiés, c'est d'évaluer la proportion d'élèves et d'étudiants du Québec qui assument des responsabilités de proche aidance auprès d'un parent, d'un enfant, d'un autre membre de l'entourage. Donc, ça peut être aussi auprès d'un conjoint, d'un ami, etc. Évaluer les caractéristiques sociodémographiques de ces jeunes-là et identifier qu'est-ce qui se joue au niveau scolaire pour ces jeunes-là, quels sont les défis qu'ils rencontrent, puis quels seraient les besoins aussi auxquels il s'agirait de répondre pour soutenir leur scolarité. Puis, avec comme objectif, à l'issue des 2 ans du projet, de collaborer avec l'organisme Proche Aidance Québec pour produire un guide à destination des établissements d'enseignement supérieur qui permettrait de mieux soutenir d'apporter un soutien plus adéquat aux étudiants et aux élèves qui jouent un rôle de proche aidant. Puis je te vois réapparaître, Morgane, je pense que j'ai atteint à peu près le temps, donc je vais juste finir avec 1 ou 2 phrases sur le projet, puis après je m'arrête. Donc c'est un projet qui va être mené dans les écoles primaires, secondaires, cégep, université, formation aux adultes, formation professionnelle. La collecte de données va débuter cet hiver
Et donc, on est actuellement à la recherche de milieux qui seraient intéressés à participer. Donc, si jamais vous êtes intéressé à prendre part à l'étude ou à nous donner accès, par exemple, à un milieu scolaire en particulier, on serait évidemment très heureuse de collaborer avec vous. Et je vais m'arrêter là pour qu'on garde un petit temps de questions. Désolée, j'ai mal planifié mon temps, disons. Mais merci de votre attention. Merci beaucoup, Aude. Et puis non, il y a aucun problème. On a démarré avec un peu de retard, tout ça, donc C'est bon. c'était parfait. Alors, je vois que pour le moment, il n'y a pas de questions dans le Q&R. Donc, comme on disait, n'hésitez pas là, à utiliser cet outil-là. C'est juste en bas de, normalement, ça peut être en bas ou en haut, mais vous avez une petite section dans Zoom où vous pouvez écrire vos questions à Aude. Et puis, ça nous fera plaisir d'essayer d'y répondre. Moi, peut-être pour briser la glace, puis donner le temps à d'autres participants de poser leurs questions s'ils en ont. J'avais une question, j'en ai beaucoup, mais on va en poser qu'une. Au départ de la présentation, on disait que, comme souvent, dans le cadre d'études auprès de populations avec des proches aidants ou même des populations ayant des troubles de santé mentale, on avait un peu de la difficulté, les personnes avaient de la difficulté elles-mêmes à s'identifier comme Ouais. étant, etc., ce qu'on vient déjà de dire. C'est quoi vos stratégies ou vos bons coups, on va dire, que vous avez eu justement dans ces études pour réussir à rejoindre les jeunes? Parce que c'est quand même des chiffres vraiment intéressants. On a plusieurs chercheurs là dans l'audience, on sait à quel point c'est difficile. Donc, comment vous avez fait pour réussir à rejoindre les jeunes? Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies. On ne sait pas si les stratégies qu'on utilise vont être des stratégies gagnantes, puisqu'on va voir ça au moment de notre collecte de données. Mais on a évidemment beaucoup lu sur la question pour essayer de voir comment minimiser les biais, par exemple, de recrutement. Mais ce qu'on sait, c'est que, par exemple, les jeunes, souvent, vont être réticents à rapporter des situations de proche aidance par peur aussi des répercussions que ça peut avoir sur la famille, par peur des répercussions que ça peut avoir au niveau, par exemple, d'intervention des services de protection de la jeunesse, etc., ou des jeunes qui considèrent que c'est normal d'aider leurs proches, que ce n'est pas un rôle de proche aidant, mais que c'est juste un rôle ordinaire d'enfant ayant le bien-être de son parent à cœur. Donc, ce qu'on sait, c'est que déjà, une des stratégies, c'est souvent d'interroger directement les jeunes plutôt que leurs parents. Les études ont montré que quand on interroge, par exemple, des parents sur à quel point leurs enfants jouent un rôle de proche aidant, les chiffres sont beaucoup plus faibles que quand ce sont les jeunes qui rapportent ces situations-là. Donc, premièrement, on passe par les jeunes directement. Deuxièmement, on a un certain nombre de questionnaires un petit peu qui abordent la question sous des angles différents, c'est-à-dire on pose la question aux jeunes, à savoir quels sont les genres de responsabilités qu'il joue au quotidien, qu'il a au quotidien, sans faire référence particulièrement à une aide apportée à quelqu'un, mais n'empêche que les questions amènent à identifier à quel point il fait des choses pour un de ses proches. On passe aussi par un autre canal, disons, en posant la question d'abord, est-ce que tu as un proche qui a des difficultés, que ce soit des difficultés plus physiques, émotionnelles, de difficultés de comprendre la langue aussi, etc. Puis ensuite, on demande aux jeunes, est-ce qu'il t'arrive d'aider cette personne-là? Donc, on pense qu'en multipliant les façons de poser les questions, ça permet de moins échapper, par exemple, les jeunes qui ne se seraient pas présentés au départ comme des proches aidants. On n'utilise pas d'ailleurs, on ne leur demande pas « es-tu un proche aidant ?» C'est vrai que dans certaines études, on leur a posé la question telle qu'elle, puis souvent les chiffres sont très faibles quand on leur pose la question comme ça. Donc on passe plus par essayer d'identifier dans quelle mesure ils font des tâches qui parfois excèdent, comme on disait, excèdent les tâches qu'on attend d'un enfant de leur âge. Et aussi, ce qu'on essaye de voir, c'est dans quelle mesure ça peut avoir des répercussions. C'est-à-dire, est-ce qu'ils passent beaucoup de temps à faire d'autres choses que leur études, leur travail, etc. Comment se compose leur emploi du temps, par exemple? Oui. Donc,
et voilà, mais on espère en échapper Oui. le moins possible. Non, mais c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je vois que ma question en a inspiré d'autres. Ah, oui. Une première, c'était est-ce que vous allez faire votre étude en milieu éducatif en vous inspirant d'études faites récemment en France sur le sujet? Oui, ben, en fait, on est en contact avec une équipe notamment qui travaille à l'Université de Paris, qui a mené une étude notamment de prévalence auprès de jeunes de différents niveaux scolaires, puis ils contribuent à notre étude, ils sont partenaires dans notre étude, donc oui, on travaille avec eux étroitement. Et puis, on est notamment en train justement pour le volet primaire de travailler en étroite collaboration avec eux pour développer un questionnaire qui serait vraiment adapté aux plus jeunes. Donc, Oui. sans doute un questionnaire imagé, mais oui, en tout cas, on est en contact avec eux et on s'est notamment inspiré de leur questionnaire pour monter les nôtres. Parfait, merci. Et puis, une autre personne qui nous demandait d'où viennent les chiffres de 40% de réduction de risque de transmission intergénérationnelle. Oui. Ouais. Alors, je vais écorcher la façon de dire le nom de cet auteur-là, mais c'est Siegenthaler. Je pense que j'ai dû mettre la référence en bas de la diapositive. Oui, il y avait la référence, oui. Okay. Oui, il y a des études qui ont montré que quand on met en place des mesures adaptées et justement qui misent sur l'information, sur le partage de stratégies, sur la mise en contact de jeunes qui vivent aussi le même genre de défi, mais on s'aperçoit que ça réduit beaucoup le risque de développer chez les jeunes concernés à leur tour des problèmes de santé mentale. Oui, effectivement. On a quelqu'un d'autre qui nous dit que le site est excellent et qui se demande quelle est la prochaine point d'interrogation. Donc, il nous manque peut-être un mot. Quelle est la prochaine étape, peut-être s'étendant au-delà des parents ayant un trouble mental, spécifié pour des tranches d'âge. Donc, oui, j'imagine que c'est la prochaine étape. Merci, Oliver. Puis, oui, en fait, comme je disais, dans le projet avec le ministère là, qu'on est en train de débuter, il y a vraiment l'objectif aussi à la fin d'avoir un guide concret. Puis on espère pouvoir peut-être reprendre certaines sections de ce site web pour les bonifier et les adapter à des situations de jeunes proches aidants qui interviennent auprès d'un autre type de proche que quand c'est le parent qui a un problème de santé mentale. Donc, et on a déjà réfléchi pas mal là-dessus, on pense qu'il y a un certain nombre d'outils, notamment par exemple faire le point sur le stress ou des choses comme ça qui pourraient servir à des jeunes proches aidants en général. Donc oui, ça va être ça la prochaine étape probablement. Et on aimerait aussi beaucoup le traduire, parce qu'on a eu des demandes aussi à la fois dans des communautés anglophones au Québec, mais aussi à l'international. Mais bon, c'est toujours l'enjeu des budgets. Exactement, oui, on connaît ça. Mais effectivement, moi aussi, j'ai été parcourir le site et c'est vraiment excellent et puis c'est inspirant aussi pour d'autres initiatives. Donc, je pense que c'était ça aussi, peut-être une des idées d'Oliver. Alors, je vais sauter à la dernière question sans oublier celle d'avant, mais on a de toute façon plus beaucoup de temps, donc on va aller vite. Il y a une personne qui disait justement que sur Chrome ou Edge, il y avait des difficultés. Je pense que c'est ce que tu évoquais tantôt, Aude, qu'il y avait des petits problèmes en ce moment d'instabilité. Oui, mais on est vraiment embêtés pour ça. Puis on est à la recherche de quelqu'un qui pourrait nous aider parce qu'on n'est absolument pas, pour le coup, technicienne web, mais on y travaille. C'est embêtant, on a eu beaucoup de messages par rapport à ça. Donc, si en attendant, vous pouvez naviguer via un autre serveur, puis on promet qu'on fait tous les efforts qu'on peut là en ce moment pour résoudre la situation, parce qu'effectivement, ça restreint pas mal l'accès à un certain nombre d'utilisateurs. Oui, et puis peut-être, alors vraiment, dernière 30 secondes, avec les questions de Christophe qui nous demandait si on avait aussi une approche informée par les traumatismes et puis si on avait pensé aux communautés autochtones. Alors, ça va être dur de répondre rapidement, mais peut-être très rapidement. Oui, il y a plusieurs questions. Non, Christophe,
n'a pas tant axé sur l'approche informée par les traumatismes, mais c'est effectivement une bonne suggestion. Pour ce qui est des communautés autochtones, on a beaucoup tâté le terrain, notamment par rapport au projet actuel, à savoir identifier le nombre de jeunes qui, par exemple, tout en fréquentant un établissement scolaire, sont issus de communautés autochtones et jouent un rôle de proche aidant. Les communautés nous disent que ce n'est pas forcément un besoin prioritaire pour eux en termes de santé mentale que de dénombrer, par exemple, le nombre de proches aidants, puis que même le concept de proche aidance prendrait une autre couleur, une autre signification, etc. Donc, on pense qu'à ce stade, c'est difficile de penser à une adaptation, on va dire, rapide pour les communautés autochtones. Ça prendrait beaucoup plus de travail en lien avec ces communautés pour proposer quelque chose d'intéressant puis qui ne soit pas juste une adaptation rapide. Mais oui, c'est une question qu'on se pose régulièrement puis qui nous est aussi posée régulièrement. Ouais. Parfait. Aude, merci beaucoup pour ce webinaire. Pour toute question technique liée au site web ou même en général sur la présentation, j'imagine que je peux me permettre de dire que vous pouvez, n'hésitez pas à contacter Aude ou le laboratoire de recherche. Et puis, juste vous rappeler que les diapositives vont vous êtes rendu accessible sous peu. Vous allez aussi avoir la présentation qui sera disponible sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Donc, encore merci à tous pour votre participation et merci Aude pour cette belle présentation. Bonne journée. Merci à tout le monde. Aude. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.